Plus de 13 siècles après sa mort, Saint-Feuillin reste très populaire dans l'Entre-Sambre et Meuse, et plus particulièrement à Fosse-la-Ville. Il faut bien le reconnaître, rien ne prédestinait ce moine nomade à une telle reconnaissance. Tous les 7 ans, respectant ainsi le serment des arquebusiers, les Fossois se mobilisent pour la célèbre marche militaire qui porte son nom. Les années septennales à Fosse-la-Ville ne ressemblent à aucune autre. Les autorités religieuses mettent tout en œuvre pour que cette manifestation, cette procession, soit la plus digne possible. Et les Fossois n'attendent plus que ça. Nous avons planté nos caméras au milieu d'une forêt de journalistes, en mal de sensationnel. C'est cette histoire extraordinaire que nous vous proposons aujourd'hui au travers de ce reportage. Fosse-la-Ville était rattachée à Liège. Oui, effectivement, à partir de 890, aux environs de 900 en tout cas, Fosse a été rattaché à l'évêché de Liège d'abord et à la principauté de Liège avec Notger un peu plus tard. Et on a même eu le titre de bonne ville. Fosse a été une des 22 bonnes villes de la principauté. Nous étions donc principautaires jusqu'à la Révolution française. C'est en suivant Jean Romain, chercheur, historien, passionné et passionnant, que j'ai appris à découvrir la ferveur de la population locale pour ses traditions folkloriques. Ces 1001 secrets, je vous les livre aujourd'hui, au travers de ce reportage qui vous feront vivre ou revivre ces instants magiques. Mais sachez que si vous voulez vibrer et partager avec eux ces moments inoubliables, je vous invite très vivement à leur emboîter le pas. Le septennat pour certaines processions est assez courant. Il a lieu, je crois, à Saint-Tron. Ah oui, également, les processions religieuses là-bas n'ont lieu également que tous les 7 ans. Ici à Fosse, on a trouvé en 1635 la mention Propter Septennium. Donc on a fait la procession en fonction du vœu. Mais on remarque quand même qu'à partir de 1571, donc la première grande procession qui a suivi la fondation du serment d'Arquebusiers, la procession suivante a eu lieu en 1578 et puis en 1585, de sorte qu'on avait déjà une sorte de septennat à l'époque. Mais on considère 1635 étant la première mention connue comme le début du septennat, qui n'a pas toujours été respecté parce que de toute façon, à certains moments, il y avait des troubles, on ne pouvait donc pas faire la procession, on la reportait à l'année suivante, parfois 2 ans après. Parfois, au contraire, comme Saint-Feuillin était invoqué notamment par les cultivateurs pour avoir du beau temps pour les moissons, il s'adressait donc au magistrat, qui était le conseil communal de l'époque, qui transmettait la demande aux chanoines, qui envisageaient la possibilité d'organiser la procession, puisque c'était les chanoines qui étaient propriétaires et responsables des reliques de Saint-Feuillin contenues dans 2 chasses. Alors, tout ça a fait effectivement que le septennat, au cours du XVIIe siècle particulièrement, a été passablement bouleversé. Et ce n'est qu'à partir de 1837 qu'on s'est tenu strictement au septennat. 7 étant un chiffre magique, il n'est pas pris au hasard. Non, bien sûr, c'est un chiffre magique depuis l'Antiquité. Il est formé donc du 3 qui est le chiffre divin et du 4 qui est le chiffre de l'homme et de la terre avec les 4 points cardinaux et l'adjonction de 2 donne donc le chiffre 7 qui est par essence un chiffre sacré. D'ailleurs, les reliques de Saint-Feuillin, ce n'est pas par hasard non plus, ont été retrouvées 77 jours après sa mort. Chaque compagnie est composée d'officiers supérieurs, d'officiers, de sous-officiers, des batteries, une musique, et puis alors il y a les soldats, hein, il y a tous les marcheurs. Et alors, à la tête, évidemment, dans pratiquement toutes les compagnies, il y a les marcheurs, les officiers à cheval,
qui sont considérés comme, disons, les officiers supérieurs. Voilà à peu près la hiérarchie. C'est un peu la copie de ce qui se passait à l'époque napoléonienne, je dirais. Et autres. Et autres. C'est pareil, ce cassage du verre, c'est symbolique. Chaque nouvel officier va à l'Assemblée générale de l'arme à laquelle il se rallie et il casse le verre. C'est une tradition tout à fait bonhomme, je vais dire. Depuis 2 siècles environ, le tour est à peu près immuable, qui n'est pas une procession dans les rues de Fos, mais qui passe à travers les bois et les campagnes. Donc c'est un petit peu le principe de la circumambulation, comme on dit, c'est-à-dire englober la localité, la communauté locale dans un cercle magique de protection par la promenade des reliques du saint tout autour donc, de la localité. Il comportait au départ 5 haltes qu'on appelle bataillons carrés. La première, c'est donc à la sortie de Fos, en allant vers Namur, on quitte la grande route, on se dirige dans les campagnes et dans la campagne du Poche, on fait là-bas le premier bataillon carré où, en l'honneur du Saint-Sacrement et des reliques de Saint-Eulien, qui sont arrivés avec le cortège religieux, toutes les compagnies tirent une salve, forment d'abord un carré, au milieu centre duquel se trouve la procession religieuse, et les compagnies tirent une salve. Puis on en faisait une deuxième à la route de Bambois, mais qui a été supprimée parce que le terrain était occupé pour un lotissement. On en fait une troisième juste avant midi dans la campagne du Chêne. Là, on fait encore toujours le bataillon carré, il a été maintenu, et donc selon le même principe. Puis les compagnies redescendent en force pour le bivouac et pour se restaurer. On repart vers 13h30 par la route de Tamine. On passe à côté de la ferme de Doumont. On passe alors dans les campagnes de cette ferme de Doumont. Puis on entre dans le bois Saint-Feuillin. Et là, avec une particularité, c'est que pour le plaisir de faire résonner les armes, tous les soldats tiraillent dans tous les sens. Et en même temps, c'est une très vieille tradition également, pour débusquer le lièvre de Saint-Feuillin. C'est une vieille légende qui dit qu'effectivement, à certains moments, on voit un lièvre s'encourir au milieu des compagnies débusquées, donc par tous les tiraillements de tous ces soldats dans les bois. Ceux qui sont chasseurs savent effectivement que dans les haillers comme ça, les coups de feu résonnent très fort. Alors vous imaginez quand il y a 100 fusils qui éclatent en une pétarade incessante, ça fait évidemment beaucoup de boucans. Et puis, à la sortie de ce bois Saint-Feuillin, on monte effectivement vers la campagne de la Folie, et c'est souvent là qu'on voit effectivement le lièvre de Saint-Feuillin. Le chanoine Florenville, en 1813, dit on a vu 2 lièvres. Il indique dans son registre, on a vu 2 lièvres. Ce qui veut dire que la tradition, la légende du lièvre de Saint-Feuillin existait déjà à son époque, et donc, comme c'était avant la Révolution française, on sortait de la Révolution française, c'est certainement bien avant qu'était ancrée cette coutume du lièvre de Saint-Feuillin. Le doyen Crépin prétend d'ailleurs qu'il a vu un lièvre sculpté dans les salles de 1524, qui sont dans la collégiale. Personnellement, j'ai cherché, je n'ai jamais trouvé le lièvre, il était peut-être parti. Mais toujours est-il que, personnellement, je suis tout de même à ma 11e septennale, l'année dernière. Par 3 fois, en tout cas, je peux certifier que j'ai vu un lièvre ou un lapin traverser pratiquement le carré des troupes comme ça, malgré les tambours, malgré les pétarades de fusils. C'est assez particulier. Alors, on traverse cette ferme de la Folie, qui est une ferme en carré traditionnelle. Le terme de la Folie, on ne sait pas très bien. Il y a 2 étymologies possibles. C'est comme dans la région des Cossines, il y a, je crois aussi, le château de la Folie, mais avec 2 L, parce qu'il rappelle la feuillée, donc un bois feuillu à proximité, ce qui existe effectivement là-bas. Ou alors la Folie, parce que
on considérait que construire une ferme sur une hauteur où il n'y avait pas d'eau était une folie. Effectivement, la ferme de la Folie n'a été raccordée à la distribution d'eau qu'il y a une vingtaine d'années seulement. Jusqu'alors, ils devaient se contenter d'un puits, mais qui était assez profond et assez important pour alimenter un bétail, un cheptel tout de même assez important de 100-120 bêtes. Et donc, ce qui est curieux, c'est qu'on traverse cette ferme de la Folie, on rentre par l'arrière et on sort par le portail de devant. Et les reliques de Saint-Félien, qui sont donc avec les premières compagnies, s'installent alors, on les installe dans la cour. Le fermier, avec toute sa famille et ses invités, sont assis sur des bancs et sur des chaises autour des reliquaires. Et toutes les compagnies, il y en a une bonne vingtaine, 25, 26 habituellement, défilent dans la cour de la ferme de la Folie en présentant les armes, bien sûr, devant les reliques. Pendant ce temps-là, les porteurs, qui sont traditionnellement des fermiers, ou des fils de fermiers, ou d'anciens fermiers, ou des gens qui ont des acquaintances avec l'agriculture, qui revendiquent le droit de porter les reliques de Saint-Félien, puisqu'il était invoqué au départ par les cultivateurs pour avoir du beau temps. Ils entrent dans la ferme où la fermière leur sert alors du café, de la tarte, etc., pour se restaurer avant la fin de la procession. Mais alors pour les compagnies, il y a là-bas dans les terres de la Folie un bivouac important, donc on amène du ravitaillement, on se restaure un petit peu avant la grande rentrée solennelle. Et avant cela, il y a une particularité aussi, c'est que comme la ferme de la Folie a une prairie immense, 2 terres d'ailleurs, qui descendent en pente douce vers la route de Namur, toutes les compagnies se mettent alors en rang de 100-120 hommes, parfois 200, et par vagues successives, on descend au pas de charge. Les tambours donc, jouent la charge, qui est une sonnerie particulière, et tous les rangs donc, descendent comme ça par vagues, en tiraillant également, pour simuler une sorte de combat, enfin une attaque enfin, d'un ennemi. Dans le fond de cette terre-là, on se regroupe alors, on reforme les pelotons et on fait la rentrée solennelle dans le centre. L'état-major est comité organisateur de la Saint-Félin. Donc il faut bien évidemment une poignée de gens qui sont impliqués de manière tout à fait active pendant la période qui précède la Saint-Félin, pendant un an et demi. C'est extrêmement prenant et toutes les compagnies y sont représentées. Le seul galon que l'on puisse revendiquer, il est personnel et individuel, en ce sens qu'au fil des années, on acquiert quand même une certaine routine en matière de préparation de la Saint-Félin, en matière de relations. On connaît de plus en plus de gens et c'est important, c'est très important parce que c'est terre à terre, mais sur le plan matériel, si l'on n'obtient pas justement cette aide qui est largement sollicitée, c'est très difficile d'organiser la Saint-Félin. Donc moi je dis, si l'on prend à bras le corps l'étude des dossiers, enfin la recherche des aides financières auprès des différents organismes accrédités, il faut s'y prendre 1 an et demi à l'avance. Mais il faut le faire, parce que sinon, à un moment donné, on se retrouve alors à la veille de la Saint-Félin. On a peut-être eu des oui, on a peut-être eu l'un ou l'autre non, mais en général, nous avons quand même toujours été largement suivis par les pouvoirs subsidiants. Il y en avait quand même une vingtaine qui devaient approcher. Je dirais que même après la Saint-Félin, ces dotations ont encore été payées aux responsables de l'état-major.